Bonjour, merci à tous d'être présents sur cette table ronde sur un sujet qu'on espère le moins technique possible, sur les droits voisins du droit d'auteur pour la presse et les agences de presse. Alors je vais tout de suite faire un petit tour de table avec vous, Marie Hédin Christophe, qui est ici représentante du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL, et vous êtes donc directrice générale et c'est vice-présidente, pardon. Voilà, vice-présidente, excusez-moi, voilà, je savais qu'il y aurait des erreurs, c'est la première. Et donc vous êtes, à ce titre, vous êtes parmi ceux qui ont participé à la construction de la Société des droits voisins de la presse, DVP, que représente ici Jean-Marie Cavada, donc président de cette association, de cette société qui existe depuis octobre dernier, me semble-t-il, voilà, et qui représente 120 titres de presse, au moins. Il en arrive tous les jours. Bon, bah, vous nous préciserez tout ça. Hervé Rony, directeur général de la SCAM. La SCAM qui peut être une solution pour les droits voisins des journalistes, parce qu'il y a les droits voisins des entreprises de presse et des agences de presse, mais il y a les droits voisins plus spécifiquement pour les journalistes. Quelle est la part qui revient aux journalistes? Ce sera un peu le thème du débat. Pablo Ekel, qui est secrétaire général adjoint du SNJ-CGT, et Olivier Dallage pour le syndicat national des journalistes. C'est le spécialiste du droit voisin, de cette question. Il est par ailleurs, il ne veut pas trop que je le dise, mais quand même, il est rédacteur en chef de RFI. Voilà, ce n'est pas à ce titre-là qu'il s'exprime. Alors, vous aurez bien entendu l'occasion de poser des questions. Moi, je suis Amaury de Rochegonde de Stratégie et RFI aussi. Et je vais essayer de rendre le sujet le plus pédagogique possible en vous rappelant quand même 2-3 petites notions. D'abord que tout ça vient d'une directive européenne qui date d'avril 2019, qui dit que les sociétés de presse, les agences de presse ont droit à une contrepartie pour l'utilisation qui est faite par les plateformes et par les moteurs de recherche de leur contenu. S'en est suivi une loi à une vitesse absolument record, puisqu'en 3 mois, la directive a été transposée dans la loi du 24 juillet 2019, et qui est une loi qui, pour la première fois en Europe, me semble-t-il, transpose cette directive sur les droits voisins. Depuis, je crois qu'il y a 9 pays qui l'ont adoptée. Seulement 9 pays, voilà. Puis, on voit, c'est là que j'allais dire les choses se compliquent, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on pensait avoir un schéma assez clair. Et en fait, on se rend compte que le schéma est un peu obscurci pour certains intérêts, en tout cas. Il y a des accords qui sont passés, des accords de notamment l'Alliance de la presse d'information générale, qui regroupe 300 titres de presse d'information générale, donc ils ne sont pas présents aujourd'hui. Mais enfin, c'est un accord important qui a été noué avec Google. Il y a eu des plaintes du syndicat de la presse d'information Magazine, plaintes auprès de l'autorité de la concurrence, qui ont abouti notamment à une condamnation très importante de Google à l'été dernier, qui était de 500 millions d'euros. C'est vous dire un peu les enjeux qu'il y a autour de cette question. Alors, j'ai envie tout de suite peut-être de vous passer la parole, Jean-Marie Cavada, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, un organisme de gestion collective allemand qui s'appelle Corint a refusé la manne tendue par Google, et qui était la somme astronomique pour un tiers de la presse allemande de 3,2 millions d'euros. Alors, ce qui fait que si on reporte ça sur l'ensemble de la presse allemande, ce serait 10 millions d'euros pour l'ensemble de la presse allemande.
on comprend qu'il n'est pas accepté qu'on leur tende la sébile comme ça. Est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur en France? Est-ce que le débat est de même nature? En gros, est-ce qu'il y a un géant qui se dit qu'il faut payer le moins possible, passer des accords avec des accords individuels ou des accords avec des partis pour éviter une grande négociation globale avec l'ensemble des partis? D'abord, je veux vous saluer tous et remercier les assises de se soucier de cette affaire. Permettez-moi d'abord de compléter, si je peux me permettre, l'historicité de cette affaire-là, de ce cadre. Comme vous le savez probablement, la presse française est dans un très grand état de précarité pour une majeure partie des titres français, qu'il s'agisse des titres nationaux, dont très peu sont bénéficiaires, qu'il s'agisse des titres régionaux, et c'est encore pire, qu'il s'agisse de la presse locale qui, elle, a carrément le nez à fleur d'eau. Donc il faut bien voir que ce n'est pas une petite fantaisie, une lubie française qui est dans un coin, et j'ai eu beaucoup de mal au Parlement européen à faire admettre qu'il s'agissait non pas d'un problème de gros sous, même si après on discutera argent, mais qu'il s'agissait d'un problème de démocratie. Je sais bien que c'est une confiture que tout le monde tartine ardemment tous les matins, y compris ceux qui la mitraillent, y compris les réseaux sociaux maintenant, mais je pense qu'un peu de sérieux s'impose dans cette affaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? En France, pour ne prendre que cet exemple d'un des 27 pays européens, en 10 ans, 50% de la recette publicitaire qui allait à la presse écrite, au print, est passée vers le digital. Non pas le digital des entreprises de presse, mais au digital des grandes plateformes. Vous observerez, et ça c'était l'objet de ma colère, parce que aucune de ces plateformes qui gagnent un argent énorme, par un abus de position dominante, souvent des situations monopolistiques dont on s'étonne qu'elles aient pu durer pendant 20 ans sans que personne n'y fasse grand-chose, pour ne pas dire rien, eh bien, vous observerez qu'il n'y a aucun journaliste dans ces entreprises. Question subsidiaire, pourquoi diffusent-ils de l'information? Eh bien, parce qu'ils la prennent, souvent l'ont volée, c'est-à-dire, si moi je veux vendre des bicyclettes, je ne les fabrique pas, je paierai mon fournisseur, c'est-à-dire le fabricant de bicyclettes. Eux ne fabriquent pas d'information, ils la prennent, la revendent, prennent leur marge, et même maintenant d'ailleurs se sont instillés dans une relation qui est encore beaucoup plus ample et plus multiple, puisque au fond maintenant ils sont en train d'essayer de capter le lien avec les abonnés. On est donc dans un commerce outlaw, hors la loi, illégal, mondial. Et au fond, on ne voit pas beaucoup de gens qui bougent. Les Européens ont été les premiers à essayer de réguler ça. Ça a été des batailles terribles, jusqu'à y compris des menaces. Donc il faut voir que nous avons touché là le cœur. Quand on touche à la morale, ça ne dérange personne. Quand on touche au portefeuille, évidemment, là, on voit s'organiser des troupes en face de soi qui étaient des lobbyistes. Et il y a eu un argent énorme qui a été déversé à Bruxelles et à Paris pour essayer de faire échouer la loi. Menace pour déréférencer, c'est ça? Ou ça va plus Menace loin? pour tout. Ouais. Menace pour tout. Non, je ne parle même pas ça. Ce que vous dites, cher Amaury, pour déréférencer, l'expérience avait eu lieu en Espagne avec El País il y a à peu près 8 ans, si ma mémoire est bonne, mais peut-être un peu plus. Et El País, qui est un très grand journal, a failli plonger. Donc on s'étonne de voir que quelque chose d'illégal et d'aussi dangereux pour l'équilibre. Je ne suis pas du tout contre le numérique. Je dis, il ne faut pas se tromper d'observation. Mais je suis contre un monopole qui, par ailleurs, est en train de vampiriser tout ce qui nourrit une démocratie, c'est-à-dire la liberté des choix, des opinions, basée sur une chose simple. La presse, elle est libre. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté de la presse? C'est une liberté assortie d'une responsabilité. Si vous diffusez de la diffamation, des fausses nouvelles et tout, vous allez au minimum au tribunal et parfois même on pourrait aller jusqu'à la prison. Les lois en vigueur dans la plupart des pays européens le prévoient, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, comme vous le savez. Alors cette loi a été votée et transposée, comme vous l'avez dit, en France, et en fait, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a obligation pour les plateformes, et je dis bien que c'est dans ce sens-là,
obligation pour les plateformes de négocier avec la presse. Dans le deuxième arrêt de la Cour de l'autorité de la concurrence que vous avez cité, il y avait 3 types de recommandations. Premièrement, la pénalité de 500 millions. C'était le deuxième arrêt, parce qu'il y en avait eu un quasiment un an plus tôt qui disait à Google, vous avez 3 mois pour négocier de bonne foi et de façon équitable. Il ne s'est rien passé, Google s'est assis dessus. Donc une deuxième plainte à l'automne, au début de l'hiver 2020, qui a donné lieu à l'arrêt du lundi 12 juillet 2021, 500 millions. Mais ce n'était pas la seule chose dans cet arrêt. Il y avait aussi une obligation de payer 300 000 € par jour de retard à la négociation sur la plainte des plaignants, si je puis dire, donc de la presse. Et il y avait encore une troisième chose, c'était l'obligation de fournir les documents qui devaient servir de base à l'élaboration d'un tarif. On n'a jamais vu ces documents, évidemment, d'où le fait que le SEPM, qui s'est battu bec et ongle, il faut le dire très courageusement, parce qu'il y avait les agences de presse à leur côté, puis le SPIL, en effet, c'était tout à fait c'était un groupement comment dirais-je, solidaire et costaud. La solidarité dans la presse et dans les entreprises de presse n'étant certainement pas la première qualité, hélas. Et cet arrêt-là, qui n'a pas été exécuté dans sa totalité, a donné lieu à une troisième plainte dont on aura sans doute le résultat, si j'en juge par ce que j'entends, dans un mois environ, quoi. Donc l'autorité de la concurrence a fait vraiment diligence dans cette affaire. Je dis bien, l'objectif clair de la loi qui est exprimé, c'est qu'il y a obligation pour les plateformes à négocier le partage de la recette, d'une part, et d'autre part, il y a obligation pour ceux qui vont percevoir la recette, c'est écrit dans la loi, d'un partage X ou Y à l'intérieur des entreprises, probablement, mais ça n'est pas spécifié. Donc ça laisse un champ pour beaucoup de choses, en effet. D'un partage de cette recette, puisque les fabricants de l'information, ce sont certes les entreprises qui investissent, mais ce sont d'abord les journalistes qui enquêtent, écrivent, etc., et qui éditorialisent. Justement, on va peut-être passer la parole à ce niveau-là à Olivier Dallage. Est-ce que les journalistes, pour l'instant, on peut dire qu'ils sont correctement pris en compte et par la loi elle-même et dans les négociations en cours, qu'est-ce qu'il en est des accords individuels qui ont été passés? Qu'est-ce qu'il en est des accords de l'Alliance de la presse d'information générale? Est-ce qu'on sait quelque chose? Jean-Marie Cavada parlait de l'absence de transparence. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il en est du traitement des journalistes eux-mêmes? Quelle part touche-t-il dans les négociations? Non, on en est au balbutiement. Enfin, on a pris beaucoup de retard. Tout ça remonte à 2016. On ne va pas refaire l'histoire. On a perdu beaucoup de temps. Il faut le rattraper. Et en plus, on découvre tous autant qu'on est, éditeurs comme journalistes, cet objet, droit voisin, et on apprend en marchant. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. On va se concentrer sur ce qui se passe maintenant. J'ai déjà dit dans d'autres enceintes, et je le redis ici, que la description qui est faite très juste par Jean-Marie Cavada du rapport entre les éditeurs et les GAFAM peut être transposé dans le rapport que nous avons vis-à-vis des éditeurs qui nous ont largement ignorés dans toute la procédure, sauf quand il y a eu des risques sur l'adoption de la directive. Là, ils sont venus nous voir et dès que la directive a été adoptée, ils nous ont oubliés. Bon. Nous, on ne les a pas oubliés, par contre. C'est un peu sur votre pression que ça a été précisé dans la loi, c'est ça? Voilà. Dans la directive aussi, au niveau européen, puis dans la loi française qui est plus précise et meilleure de mon point de vue que la directive, puisque la directive parle de part appropriée pour les journalistes et autres auteurs. Il y a aussi d'autres auteurs que les journalistes qui peuvent contribuer à la presse. Et la loi française a spécifié approprié et équitable. Alors, approprié, pour beaucoup d'éditeurs, ça peut être 0 ou un tout petit peu au-dessus. Équitable, ça ne peut pas l'être. Donc, c'est très important pour nous de nous appuyer là-dessus. Équitable, c'est quoi? C'est la moitié? Oui. Je sais que tout le monde ne partagera pas nécessairement ce point de vue, mais pour nous, oui. Alors, la question fondamentale, c'est que la loi française a pris en compte l'inégalité substantielle qui existe entre les éditeurs et les GAFAM. Et c'est pour ça qu'elle leur a alloué la faculté de faire appel à la gestion collective.
ce qui est une très bonne chose. En fait, nous soutenons la démarche des éditeurs vis-à-vis des GAFAM. On voudrait juste que, par symétrie des formes, ils se comportent vis-à-vis de nous comme ils attendent que les GAFAM se comportent vis-à-vis d'eux. Et donc, de notre point de vue, la négociation par entreprise, il y en a quelques-unes qui ont commencé. La plupart du temps, ça ne se présente pas très bien parce qu'ils veulent faire une somme forfaitaire qui couvre tout et qui ne va pas très loin. Si on parle de parts, de notre point de vue, ça oblige à un pourcentage. En plus, c'est très facile dans ce domaine parce que les GAFAM vont verser une somme, il y a une obligation de transparence. Et d'ailleurs, la loi fait aussi une obligation de transparence aux éditeurs. Donc là, il y a une symétrie. Eh bien qu'un pourcentage de cette somme, quelle qu'elle soit, 0, 100, 100 000, 100 millions, je ne sais pas, soit versé aux journalistes et aux autres auteurs. Et comme c'est difficile au niveau de l'entreprise, surtout les petites entreprises où il n'y a pas de représentation ou une faible représentation, le mieux c'est de remonter ça à l'échelle de la branche. Et très franchement, ce que nous aimerions, c'est que le législateur complète le dispositif actuel pour permettre la gestion collective aussi pour les journalistes qui bénéficieront de ce droit voisin. Hervé Rony, vous vous retrouvez dans cette demande d'aménagement de la loi Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'on est tout à fait en phase avec les organisations syndicales. Je dirais que la SCAM, depuis de nombreuses années, je le rappelle quand même, représente les journalistes, notamment pour un certain nombre de droits, et je pense aux droits de reprographie. Et il y a un organisme qu'il faut citer qui est très important. Et d'ailleurs, j'ai ressenti quelques frustrations à voir que cet organisme avait été un peu passé à l'as au début, en tout cas, puisque maintenant il y a un accord, c'est le CFC. Le Centre français de la reprographie, c'est très important. Parce qu'il y a un accord, je précise juste, entre la SACEM et le CFC et non, la c'est société. pas exactement. Non, pardon. Attends, si je peux, Ouais. non, je voudrais présenter les choses clairement. Aujourd'hui, oui, et ça, Jean-Marie pourrait revenir là-dessus. Il y a un accord entre DVP, la SACEM en termes de négociation de perception en amont, et le CFC probablement plutôt en aval sur la partie des répartitions aux éditeurs. Juste pour être clair, pour ne pas en revenir, oui. L'accord du droit voisin presse, qui est l'organisme de gestion collective, et comme je n'ai pas voulu faire une grosse structure, l'accord a deux prestataires, la SACEM pour la négociation et pour la collecte, voilà, c'est ça. Et le CFC, le Centre français de la copie, pour la répartition. Alors, pour la raison simple, c'est qu'ils en ont l'habitude et ils connaissent bien. Voilà, alors je ne vais pas être technique, mais 2 minutes, parce que sinon vous allez, c'est assez compliqué, mais il faut juste expliquer pourquoi la SCAM est là et qu'est-ce que la SCAM souhaite, en lien évidemment avec les organisations de journalistes, puisque l'intersyndicale des journalistes a posé le principe d'une gestion collective qui pourrait être exercée par la SCAM, et nous n'agissons que si les syndicats dans cette affaire nous le propose, puisqu'il n'y a pas d'obligation légale de confier à la SCAM, il n'y a pas de texte de loi qui dise que les droits voisins doivent être confiés à la SCAM. Donc il faut que ce soit clair, c'est un sujet compliqué, mais on est obligé d'être un peu technique. Donc on en est aujourd'hui. La SCAM est membre du CFC, aux côtés d'autres sociétés d'auteurs, aux côtés des éditeurs de livres et des éditeurs de presse. Ce que j'ai trouvé, mais quand même il faut que je le dise parce que j'ai trouvé ça un peu baroque, c'est que ce qui a été baroque dans cette affaire au départ, Jean-Marie Cavada n'y est donc pour rien, c'est que les éditeurs ont fait comme s'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être membres de cette gestion collective, qui pourrait avoir un rôle à jouer dans la gestion collective des droits voisins Google. Pourquoi ? Parce que je mets les pieds dans le plat. Je dirais d'une certaine façon, le talent de Jean-Marie et d'autres gens qui ont amené à la création de DVP, c'est un peu un miracle, parce que fondamentalement, je le dis fortement, je le regrette, les éditeurs de presse non seulement sont divisés, mais moi je connais la musique, je connais l'audiovisuel. Dans la presse, c'est un bonheur la division, c'est un talent. C'est un talent. Donc la presse est divisée avec talent. Ils se méprisent mutuellement je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, quand on rencontre certains patrons de presse que Jean-Marie connaît mieux que moi, on sent un certain mépris pour d'autres organisations de presse. Donc tout ça est fâcheux. Pourquoi c'est fâcheux ? Parce que c'est la division du métier face à un acteur extrêmement puissant. Donc il y a une intelligence dans la création de DVP, je vais le dire très sincèrement, mais il y a une méconnaissance à l'origine de la gestion collective, et de croire que la gestion collective, c'est une espèce de collectivisation néo-soviétique chez les éditeurs de presse, surtout chez les grands éditeurs de presse. Et c'est une erreur. Parce que et c'est ça que je ne comprends pas, donc je le dis, c'est que comme ça a fonctionné bien au CFC, on a du mal à comprendre pourquoi, à un moment donné, on va essayer de construire autre chose. Le CFC n'a pas été un élément moteur. Il y a des raisons internes, mais du coup, aujourd'hui, on a quoi ? On a un paysage complexe. On a DVP
qui, sous la houlette efficace, parce qu'on connaît bien Jean-Marie Cavada, a réussi à peu près à unifier la presse. Il faut reconnaître que ça, c'est assez remarquable. D'ailleurs, je pense que c'est l'objectif politique de DVP, au-delà de la technicité de la gestion des droits, d'avoir réuni les éditeurs au sein d'un organisme. Ça, c'est fort. Je rappelle simplement, à un moment donné, ils étaient au CFC. Ils n'en ont pas voulu. OK, c'est trop compliqué, peut-être parce qu'on était là aussi et que le CFC est un organisme compliqué, qui n'avait peut-être pas su se montrer en quoi il pouvait être utile. Donc aujourd'hui, vous avez DVP qui va collecter, vous avez les syndicats de journalistes qui souhaitent une gestion collective. Et je pense qu'il faut aller vers une gestion collective. Pas simplement parce que je plaide, égoïstement parlant, pour le chiffre d'affaires de la SCAM. Ce n'est pas le sujet, nous on travaille pour les auteurs. Donc c'est aux auteurs de nous dire qu'ils souhaitent que la SCAM fasse bien le boulot. On le fait bien pour les droits qu'on gère aujourd'hui, mais parce que la gestion collective, et c'est ça, je sais que Jean-Marie en est convaincu, sinon il ne serait pas à la tête de DVP, c'est que c'est le seul moyen de contraindre Google à aller avec des négociations qui tirent vers le haut. Ce qui m'inquiète en ce moment, c'est qu'on va avoir des négociations à U et à DIA. Il y a ceux qui s'en sortiront bien, ceux qui s'en sortiront mal. Derrière, il y a des gens qui récupéreront des miettes. Parfois, dans d'autres groupes, peut-être un petit peu mieux que des miettes, mais ce sera des miettes. Et on a deux systèmes qui fonctionnent très bien en France. C'est la licence légale radio. J'en connais pas bien, mais c'est un partage 50-50 entre les auteurs. Enfin, non, pas les auteurs, les artistes et les producteurs. Il y a la copie privée, un tiers auteur, un tiers artiste, un tiers producteur. Ça marche, ça fonctionne très très bien et ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Une idée de ce que ça rapporte plus de 200 millions d'euros pour la perception de la copie privée. Et je pense que l'ASPRE, on doit être à plus de 100 millions, 140 millions, un peu plus de 100 millions. Donc voilà, on est à 350 millions d'euros. Voilà. Et c'est tout bénef. Excusez-moi, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour un patron de presse de voir arriver directement dans la ligne bénéfice ce revenu. Parce que c'est sans charge. Il n'y a quasiment pas de charge. Les charges sont mutualisées au niveau de la gestion collective. Ça ne coûte quasiment rien. Ça ne coûte, la collecte de la copie privée ne nous coûte quasiment rien. Donc je redis à quel point il serait important, en effet, et là je suis d'accord que ça a été dit par Olivier, et qu'on revienne vers le Parlement et qu'on aboutisse à un mécanisme de gestion collective. Parce que je crois que c'est la seule manière, avant même de savoir si c'est l'intérêt des journalistes, c'est l'intérêt de l'ensemble du secteur pour résister à Google. Oui, merci. Marie Hédin-Christophe, vice-présidente du SPIL, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Merci, merci pour l'invitation. Donc, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on est d'accord sur les deux positions qui viennent d'être dites. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la position du syndicat que je représente, qui est maintenant le premier syndicat en nombre de structures, parce que le SPIL rassemble beaucoup les petits entrepreneurs, les innovants, pas que, parce qu'on a été cofondé notamment par Mediapart. Donc il y a également quelques licornes de notre secteur, des pure players. On se diversifie. Typiquement, moi, je gère un média qui est de la presse professionnelle, qui s'appelle La Lettre du Musicien, Bimédia, Papier Web, et qui a rejoint le SPIL. Donc c'est vous dire que la communauté derrière le SPIL aujourd'hui s'est beaucoup diversifiée, mais en effet, à l'origine, il y a vraiment cet ADN de l'entrepreneuriat des pure players. Alors là où vous voyez qu'en fait chacun, et Serge l'a très bien expliqué, va défendre sa chapelle et où la division dans le secteur est catastrophique et que ça fait le jeu en fait des plateformes, c'est qu'en effet il y a des trames, des lignes de fond et un historique de division que l'on est en train d'essayer de déconstruire et de réparer, notamment par l'entremise de DVP. C'est Olivier. Ah pardon, Olivier. C'est Hervé. Je l'appelle. C'est moi, Mais en fait, je continue à vouloir l'appeler Serge Dorny à chaque fois, alors que c'est Hervé. C'est Hervé, pardon. Mais c'est pas grave, hein. Je me promène parfois avec ce prénom déguisé. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme Georges Perec, j'ai deux noms de Deux noms, deux personas, comme beaucoup d'entre nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau du SPIL, il y a cet historique où, typiquement, ça fait que quelques années que le taux de TVA est aligné entre les acteurs du web et les acteurs du papier. Parce que la presse papier était à 2,10 et en fait les médias en ligne, on leur a refusé ce taux de TVA favorable. Voilà. Et en fait, il y avait tout un tas de biais qui portaient préjudice à la libre concurrence et à l'émergence de nouveaux acteurs dans le secteur, d'où ces oppositions historiques, par exemple, entre les grands médias que vous connaissez et les nouveaux, qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est d'avoir un champ
de concurrence à peu près loyale. Donc de ce fait, quand le sujet des droits voisins est arrivé à Strasbourg... Il y a quelques élèves dissipés en classe, là, j'ai l'impression. Oui, la petite classe est un peu dissipée, il faut reconnaître, mais bon, c'est pas grave. Il est très généreux dans la répartition des droits. Pardon. Je patiente qu'on ait terminé nos... Exactement, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Strasbourg, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette bataille, le SPIL, au départ, n'était pas favorable aux droits voisins, ayant pour crainte que cette manne économique, et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette manne économique continue à créer des distorsions de concurrence avec des gros montants allant aux quelques gros acteurs qui sont en capacité de négocier face à Google, et les petits ayant vocation à grandir et étant en pleine croissance, ne soient pas en capacité d'obtenir ce même type de montant. Donc ça, c'était la position d'origine. Et ce qu'on n'a pas rappelé, mais c'est que Jean-Marie Cavada, que vous voyez là, était cheville ouvrière, initiateur de cette directive européenne. C'est aussi pour ça qu'il est devenu président de DVP aujourd'hui et qu'on a la chance de l'avoir à la tête de cette organisation. En tant qu'eurodéputé. Voilà, en tant qu'eurodéputé, il a défendu ce projet et de première main, il a constaté, comme il vous l'a dit, la férocité des plateformes pour contraindre au maximum cette dynamique de partage de la valeur. Une autre raison, je pense qu'il est important de préciser, pour laquelle le SPIL, au départ, n'était pas favorable aux droits voisins, c'est qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un partage de la valeur, notamment au niveau des recettes publicitaires. C'est essentiel. Mais on a encore tellement de choses à construire vis-à-vis des plateformes. La régulation des algorithmes, qui est quand même une catastrophe au niveau de l'accès à l'information et de la diversité, du pluralisme des idées. Et en fait, je pense que ce qui était dans l'idée du SPIL à l'époque, c'était vraiment de se dire n'oublions pas, sous prétexte qu'on va faire un partage économique, n'oublions pas ces grands chantiers. La loi a été votée et malheureusement, la gestion collective n'a pas été obligatoire. Et ça, c'est, je pense, Jean-Marie me contredira, une grande victoire des plateformes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire en sorte que cette directive passe au rabais. Au rabais. Juste pour donner un chiffre dans l'accord. Je suis d'accord que Google a joué ce rôle, mais honnêtement, et c'est là où je suis assez sévère, c'est quand même d'abord les principaux éditeurs de presse français, et notamment la Pige, qui ne veut pas entendre parler de la gestion collective. Et ça, quand ces gens s'agitent auprès des parlementaires, même des parlementaires dont je ne citerai pas le nom, qui étaient a priori idéologiquement favorables à la gestion collective, n'ont pas bougé le petit doigt. Tout à fait. Et donc nous, au niveau du SPIL, la gestion collective obligatoire, pour nous, c'est la seule porte de sortie. Comme disait Hervé, et non pas Serge, c'est le fait que DVP, le fait que DVP ait existé, c'est un miracle. C'est-à-dire que le fait que la presse magazine ait tendu la main aux SPIL, qui sont les pure players, qui sont quand même où il y a la Fédération nationale de la presse spécialisée. La Fédération nationale de la presse spécialisée et aux agences de presse. C'est un miracle. Je pense que vraiment, on doit le dire, la presse magazine, et notamment Le Point, qui a joué un rôle essentiel dans la construction de cet organisme, a fait un acte de solidarité remarquable. Donc moi, comme je dirige la lettre du musicien, je connais le secteur de la musique très bien. La culture de la gestion collective, on en a mais des dizaines des organismes de gestion collective. On est habitué à ce mode de fonctionnement et comme on l'a dit tout à l'heure, il est extrêmement vertueux. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que tous les acteurs prennent conscience et le SPIL en est persuadé. On défendra DVP, on le co-construira et on essaiera de le renforcer jusqu'au bout parce que sans la gestion collective, ce sont les plateformes qui gagneront. Pablo Ickel, j'imagine que vous soutenez également la gestion collective. Juste pour donner une information, mais on a parlé dans l'accord entre Google et la PIG, l'Alliance de la presse d'information générale, de 20 millions d'euros. Ça donne une idée pour 300 publications à peu près. On a donné cet ordre de grandeur. Je ne sais pas s'il a été confirmé, puisqu'on est un peu dans le secret des affaires. Je sais, c'est réparti en repro. Ouais, c'est une goutte d'eau en fait, 20 millions d'euros. Voilà, pour Jean-Marie Cavada, il manque un zéro. Oui, au moins. C'est intéressant. Oui, quelle est votre position? Est-ce que vous vous différenciez du SNJ ou enfin c'est l'intersyndical en son ensemble, j'imagine, qui soutient cette proposition de gestion collective
par l'intermédiaire de la SCAM. Oui, non, on ne se différencie pas. On a une voix qui a peut-être une nuance un peu plus soulignée. Quelquefois, on ne dit pas les choses de la même manière. Moi, j'ai envie de dire que cette table ronde, c'est sur la reconnaissance du travail des auteurs et des journalistes. D'accord ? Reconnaissance du travail. La reconnaissance du travail, en France, elle passe par quoi ? D'abord, par le salaire. Ensuite, les droits d'auteur pour les auteurs et les journalistes. Et maintenant vient s'ajouter une nouvelle couche qui est celle des droits voisins. D'accord ? Quand Olivier dit que les GAFAM traitent les éditeurs de la même manière que les employeurs traitent les journalistes, c'est exactement ça. Moi, j'irai plus loin. C'est aujourd'hui, on se fait piétiner, on s'est fait dégommer comme un rouleau compresseur par des éditeurs qui maltraitent les salariés en général et les journalistes en particulier. Moi, je suis journaliste rémunéré à la pige, d'accord ? Donc, je suis journaliste pigiste pour un groupe de presse qui gagne énormément d'argent, qui est le groupe Moniteur, d'accord ? Et je vais vous parler des CFC, mais d'abord, la reconnaissance du travail, c'est avoir un cadre social. Le SPIL, par exemple, et je l'ai dit le 14 février au colloque à l'Assemblée nationale, le SPIL n'a pas de cadre social. Il a adhéré à la Convention collective nationale des journalistes il y a 2087 jours. Ça fait 5 ans, 8 mois et 19 jours qu'on attend que le SPIL mette un cadre social. Ça veut dire Et Pablo, là-dessus, je vous ai rassuré à l'Assemblée nationale, le jour même où on fait la première réunion de travail. Première réunion, on aimerait bien savoir où on en est. Mais ça veut dire sur les droits voisins. Voilà, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas de barème minimum de pige. Et pourquoi un certain nombre d'éditeurs rejoignent un syndicat qui n'a pas de cadre social, parce que c'est toujours plus facile quand il n'y a pas de cadre social que quand il y en a. D'accord ? Donc, premièrement, pour moi, je ne comprends pas qu'un syndicat soit en train de parler, qu'un syndicat d'employeurs soit en train de parler droits voisins, alors qu'il ne parle pas de salaire dans la branche. D'abord, on commence par les salaires, ensuite on continue pour le reste. Ensuite, sur les CFC, Hervé a parlé des CFC. Je suis auditionné après-demain à Paris par la commission droit d'auteur parce que le groupe Moniteur a totalement négligé, gardé tout l'argent des droits de reproduction numérique et de reprographie papier, n'a rien partagé avec les journalistes. On a perdu au tribunal, on a cassé l'accord et maintenant on est en train de mener ce bras de fer qui est en gros en petit ce qui se passe pour le droit voisin en grand. C'est ils touchent une manne d'argent énorme et ils ne veulent rien partager avec les journalistes, avec les auteurs. C'est ça la lutte. Et donc nous, on est des cobayes, on commence et on va continuer pour le reste. Troisième exemple, la PQR. En PQR, ils ont déjà commencé avec quelques accords, quelques négos d'accords d'entreprise, notamment EBRA, qui est un énorme groupe qui écrase les salariés. Il y a eu des grèves il y a peu de temps, qui ne donnent rien dans les NAO. Chez nous, c'est la même chose, etc. Mais qu'est-ce qu'ils disent sur les correspondants locaux de presse ? Moi, j'ai vu les correspondants locaux de presse hier. On ne les inclut pas. Mais vous vous rendez compte ? La PQR, le nombre de correspondants locaux de presse qui sont des auteurs, qui écrivent, qui font des photos, c'est eux. 70%, on nous a dit hier, 70% des pages de Ouest France sont faites par des correspondants locaux de presse. Donc moi, aujourd'hui, je dis, au nom du SNJ-CGT, dont je suis le représentant à la commission droit voisin, nous allons demander à tous les élus dans les syndicats, dans toutes les négociations, que les correspondants locaux de presse soient inclus dans le droit voisin en tant qu'auteurs. Et s'il y a des entreprises de PQR ou de PHR qui n'incluent pas les correspondants locaux de presse, on va dénoncer ces accords et on va aller les défendre en commission droit voisin pour qu'ils soient cassés. Ce n'est pas normal qu'on ne respecte pas comme ça le travail des gens. Voilà. Jean-Marie Cavada, quand on a préparé un peu cette table ronde, vous me disiez c'est bien de penser à la façon dont on va répartir les droits voisins, mais il faut d'abord que l'argent rentre et s'assurer de cela. Est-ce qu'aujourd'hui on est sûr que l'argent peut rentrer ? Alors, c'est très important de poser la question de cette bataille dans la perspective que vous venez de faire. C'est une bataille que, là où j'étais, c'est-à-dire en tant que législateur, j'ai commencé à initier au début des années 2010. Donc déjà, le temps... Comment j'ai procédé ?
je me suis d'abord, en tant qu'ancien journaliste, en tant qu'ancien responsable d'entreprise de médias, retourné vers la presse européenne, puisque c'est à Bruxelles et Strasbourg que ça se passe. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de convaincre notamment l'association de la presse européenne, qui au départ, je le rappelle, était contre le droit voisin. C'était lunaire. Pour quelle raison? Je ne l'ai jamais réellement bien comprise. Il y avait des méfiances, elles sont sans doute légitimes d'ailleurs, mais comment pouvait-on ne pas associer nos forces pour d'abord aller chercher l'argent? Après, il est normal que de vrais rapports de force s'instaurent d'une manière ou d'une autre. Moi, j'approuve une partie de ce qui s'est dit. Il est normal que le rapport s'instaure sur le partage. Mais je veux dire à la presse deux choses. La première, c'est qu'il y a le court terme, le moyen terme et le long terme que cette bataille doit organiser. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la presse, d'une façon générale, a tellement sous-estimé cette affaire qu'elle n'a pas défendu sa propre contribution à la démocratie dans ses propres colonnes. J'étais seul. Et même en France, et je ne citerai pas par charité le nom d'un des patrons de presse à qui j'expliquais: tu dois maintenant mettre en route quelque chose, demande à tes journalistes de décrire les conséquences de cette affaire et de s'adresser à l'opinion, parce que si vous vous adressez à l'opinion, d'abord, elle finira par y être sensible. Deuxièmement, elle fera d'une manière ou d'une autre pression sur les élus, et donc nous aboutirons à un support meilleur de la loi. Eh bien, il ne s'est pratiquement rien passé. Et moi, j'en suis... Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient un accord partiel à leur seul profit? Pas du tout, non, c'était pas ça. Il y avait là-dedans beaucoup de, comment dirais-je, de sentiments qui venaient au niveau bruxellois des pirates. Il faut savoir que les pirates, les partis pirates du Nord et de l'Allemagne, du Nord de l'Europe et de l'Allemagne, vous le savez tous, ont joué un rôle négatif et favorable aux GAFA que vous n'imaginez pas. D'ailleurs, maintenant, on sait qu'un certain nombre d'entre eux ont été rémunérés. Je citerai, parce que je ne veux pas me livrer à des affirmations qui seraient gratuites, je citerai le congrès des socialistes allemands à Hambourg il y a quelques années, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 ans, quand il y a un congrès des socialistes allemands, des sociodémocrates, eh ben, il y a un congrès des jeunes socialistes démocrates. Une fondation payée par une ou plusieurs des grosses entités des GAFA a payé des billets de chemin de fer aux jeunes gens en question, parfois même des chambres d'hôtel et même, paraît-il, quelques billets d'avion, pour qu'ils aillent à Hambourg avec une pancarte « Vote against copyright », voter contre le droit d'auteur. Et ça nous a énormément retardé. Alors ça c'est le pourquoi. Les journalistes n'ont pas été au départ, en Europe, et en France aussi d'ailleurs. Je voyais que mes deux anciens collègues, si je puis dire, opinaient du chef, là, ce qui est une vraie réalité. Et il y a même un patron de presse régional qui m'a dit mais tu sais, nous on doit rester neutre. J'ai dit franchement, j'étais tellement en colère, j'ai dit donc si je te comprends bien, c'est une page pour Hitler et une page pour les Juifs. Parce que c'était vraiment une horreur cette histoire. Oui. Les journalistes, Pardon, juste une précision, les journalistes, la Fédération européenne des journalistes et la Fédération internationale des journalistes ont énormément travaillé sur la directive en amont et ont pesé en amont et ont pesé. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de la précarité. C'est d'ailleurs le slogan de la Fédération européenne des journalistes, c'est votre désinformation. Notre précarité, c'est votre désinformation. Notre précarité aux journalistes, c'est la désinformation de tous les citoyens. Donc ce point est très important sur la démocratie. C'est vrai qu'en France, on ne l'a pas assez porté, mais la Fédération européenne des journalistes le porte énormément. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les journalistes soient rémunérés, valorisés, touchent. Et les journalistes rémunérés à la pige aujourd'hui sont dans une précarité énorme, ne sont pas inclus dans les négociations annuelles obligatoires depuis 10, 15, 20 ans. On a réussi à le faire au Groupe Moniteur. Et sur les droits voisins, la négociation collective, la collecte via un organisme comme la SCAM va nous permettre ça, que tout le monde, que ce soit les correspondants locaux de presse, les journalistes pigistes, c'est aussi une forme de lutte contre la précarité. Bien sûr qu'il faut que les médias récupèrent, mais les journalistes aussi. Il en va de la démocratie dans tous nos pays.
Hervé Rony, pardon. Non, j'aurais terminé ça Ouais. parce que c'est vraiment très important. Les 3 phases. Pardon, Amaury. Dans cette première phase où nous sommes, les journalistes ont finalement, quand le projet de loi est arrivé sur la table, ont compris l'intérêt de cette affaire. C'était plus d'une abstraction. Et petit à petit, on les a vus se regrouper et venir travailler avec nous, y compris la Fédération internationale, y compris l'Association européenne, etc. Mais ça, c'est la première étape. Il y en aura une deuxième, puis une troisième que je décrirai tout à l'heure, si vous permettez, mais plus tard. Dans cette première étape, faites attention à... Et quand je dis faites, ce n'est pas seulement les journalistes, c'est les patrons de presse aussi. Moi, je n'ai pas de titre de presse et je ne suis syndiqué nulle part. Donc, je suis vraiment un auteur de la loi qui a la chance, ça arrive très rarement pour un législateur, de participer à son application. Et j'y tiens énormément et c'est quelque chose qui doit trouver sa deuxième et sa troisième étape de résolution. Actuellement, ce que j'entends de l'intérieur de deux plateformes, c'est le temps qu'ils se mettent d'accord, donc c'est journalistes et patrons de presse et journalistes, hein, on a de beaux jours devant nous. Et c'est ce qui a, à mon avis, et c'est ce qui autorise, ces propositions théoriquement secrètes et confidentielles, et dont je ne connais pas réellement les montants. Il y a des bruits qui courent, mais j'en suis là, pas plus loin. Et c'est ce qui autorise ces propositions que la PIG a acceptées. Je ne vais pas critiquer, moi, la PIG, d'autant plus que je pense que maintenant, le moment viendra, quand ils auront fini leur première vague d'accord, de regarder si on est mieux tous ensemble que chacun séparément. Ce sera leur affaire. Moi, en tout cas, j'ai travaillé à aplanir tout ça parce que ce n'est pas normal que des gens dans un même métier qui déjà ont du mal à s'unir et en plus de chapelle à chapelle se combattent, c'est à hurler de rire, quoi. Avec ça, de toute façon, la destruction de la presse est en bonne voie. Il faut maintenant prendre le contre-pied. Et c'est la raison pour laquelle j'avais recommandé dans la loi européenne le caractère obligatoire de la gestion collective, mais sous la pression, en effet, d'une partie de la gauche européenne, pas tous, hein, les Français ont été très bien, les Espagnols ont été très bien, les Italiens n'ont pas été mauvais non plus, et les Allemands, au contraire, nous ont plus ou moins saboté le truc. Parce que la gauche allemande, elle a besoin des Verts, lesquels Verts étaient pénétrés par les pirates. C'était pas plus compliqué que ça. Et donc, voilà, les Verts et le droit d'auteur, ça marchait pas. Et c'est pour ça que j'ai dû négocier. Une première fois en plénière, j'ai perdu le vote, c'est quand même pas rien. Hein. C'était en début juillet. Non, c'était en juillet 2018. Et une deuxième fois, en septembre 2018, je l'ai gagné. Pourquoi? Parce que j'avais concédé entre-temps, sinon je n'aurais pas pu avoir le rapport de force positif, j'avais concédé de recommander la gestion collective, mais plus de la rendre obligatoire, ce qui était un aveu de faiblesse. Hein, sais, hein, la politique, c'est un rapport de force. Et donc, dans un premier stade, moi je suis partisan que nous trouvions assez rapidement des bases de discussion pour en venir à votre affaire. Je ne me prononcerai pas s'il faut, comment dirais-je, des négociations d'organisation à organisation, mais entendez à travers les lignes que moi je ne suis pas contre. Il y a un exemple qui est dans la loi allemande. La loi allemande, dans son article 87K, la loi transposée en Allemagne, comme nous avons transposé la loi française, dit que les journalistes ont le droit de prétendre à une rémunération de 30% du volume engrangé. Alors là, 30%, c'est quelque chose qui vous paraît importable en France? Ah ben, importable, oui, ça fera l'objet d'une discussion, mais moi je ne veux pas me prononcer. Il y a un conseil d'administration chez nous. Je suis pour l'instant dans la phase 1, c'est-à-dire réunir le plus de gens possible. Pourquoi? Pas pour la beauté du truc. Moi je m'en moque, hein, qu'on soit 15 ou 150. C'est parce qu'il n'y aura pas d'efficacité si on n'est pas tous ensemble. C'est pour ça que je fais attention aussi à la PIG, parce qu'il y a un moment où si on se met tous ensemble, alors quand il y aura tout le monde autour de la table, là les plateformes... Mais la PIG n'est pas là, et le veulent-ils? C'est ça la question. Écoutez, ils ne sont plus hostiles. C'est déjà pas mal du tout, franchement. Et j'ajoute, et je conclus par ça, Amaury, excusez-moi d'être long, mais on parle de choses extrêmement sérieuses et graves. Je veux dire que entre la première et la deuxième étape que je viens de souligner, puis il y en aura une troisième, c'est unissez-vous
et essayez de régler vos rapports à l'intérieur de vos professions et même des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut négocier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négocier entreprise par entreprise. C'est une bonne solution, mais si elle ne fonctionne pas, naturellement qu'il faut se regrouper. Ce que je suis en train de dire, c'est n'offrez pas aux plateformes le spectacle d'une telle division qui nous balance. Parce que c'est ça que j'appelle la première étape. La deuxième, ce sera la répartition. Pour l'instant, dans le DVP, et j'en arrête là, il n'y a pas un euro. On travaille tous de façon bénévole pour l'instant. Il n'y a pas un euro. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à atteindre cet objectif de la première étape. Marie-Hédin Christophe, et ensuite Olivier Dallage, et après, je te donne la parole. Rapidement, parce que je pense que là, vous constatez en fait à quel point, quand bien même la bataille européenne a été extrêmement vive, la fragilité du texte, c'est-à-dire la fragilité du fait que la gestion collective n'est pas obligatoire, la fragilité aussi du fait que l'assiette de calcul et les pourcentages ne soient pas fixés, ce qui est le cas, par exemple, dans le secteur musical, d'où le fait que là, collectivement, on a un mont Everest à monter, à gravir, parce qu'il faut qu'on soit en capacité de justifier tous ensemble auprès des plateformes à combien on peut prétendre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut toquer à la porte en disant, évidemment, que la première chose qu'ils ont faite dans d'autres pays, et même y compris chez nous, c'est de proposer une rémunération de 0 €. C'est-à-dire qu'on a commencé la négociation à 0 € en disant, en fait, vous allez nous signer les droits, mais pour aucune rémunération. Parce que la loi, le droit, n'accompagne pas suffisamment, ne cadre pas encore suffisamment. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans qu'on est dans un rapport de force politique avec ses interlocuteurs qui est colossal, et ils essayent depuis 2012 de trouver des manières de contourner ce droit voisin. Pour continuer à parler des montants, il y a juste une chose que je voudrais rajouter. Petit détail sur les 500 millions qui ont été payés par Google, par la condamnation de l'autorité de la concurrence. Attention, hein. Attention. Ils n'ont pas été payés. Non, mais en ce moment, ils sont en train d'envisager que l'appel ne se fasse pas. Voilà. Et attention, qu'on comprenne bien, ce sont dans les caisses de l'État, hein. Ce n'est pas dans la caisse des éditeurs. Hein. Juste, je précise, c'est important. C'est-à-dire que tout ça ne résout pas à l'instant T le fait que les éditeurs aujourd'hui engagent des centaines de milliers d'euros en avocats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un droit où aujourd'hui, il faut être riche pour pouvoir le faire valoir. Au niveau du SPIL, on n'a même pas lancé de mandat à échelle du syndicat pour aller négocier. On n'en avait absolument pas les moyens. Donc voilà, c'est vous dire que la fragilité de ce droit, c'est quelque chose d'exceptionnel qui a été gagné en 2019, mais la route est encore extrêmement longue pour qu'on en arrive au bout. Et pour terminer sur les journalistes, et pour redonner la parole à Hervé, qui la demande, pour la question des journalistes, il y a aussi autre chose que nous, on condamne au niveau du SPIL qui se joue aujourd'hui et qui est dramatique, c'est que Google lit de manière officieuse maintenant, parce que l'autorité de la concurrence les a recadrés, mais lie la négociation sur les droits voisins à d'autres types d'accords commerciaux. Sur Showcase, Subscribe de Google, etc. Et donc, en fait, ça arrange tout le monde, visiblement, de minorer le montant des droits voisins. Alors, encore une fois, avec le secret des affaires, soi-disant, on n'a même pas accès à ces montants, mais on comprend bien que dans les enveloppes, il y a toujours des fonds de transition pour la numérisation de la presse qui sont proposés, des subscribes de Google, etc. Voilà. C'est peanuts, mais en attendant, ça permet de réduire encore les droits voisins, et donc, et ça, le SPIL officiellement le condamne, parce que ça porte préjudice aussi aux journalistes, au final. Et ça, il faut absolument qu'on le combatte. Alors Olivier, est-ce qu'il y a un risque de grand mélange de tout et n'importe quoi à travers cette négociation avec Il y a toujours un risque, mais c'est là qu'il faut être méthodique. Moi, je suis assez d'accord avec l'approche en 3 étapes de Jean-Marie Cavada. J'y apporterai juste une petite nuance. Donc, cette réflexion sur la temporalité est essentielle. Tout à l'heure, tu as dit que la loi avait été transposée, enfin la directive avait été transposée en 3 mois. En fait, non. La première proposition de loi datait du mois de janvier. Et en fait, en France, les propositions de loi à l'Assemblée et au Sénat, ça avait commencé par le Sénat, ça s'est poursuivi à l'Assemblée, puis ils ont fusionné, ont commencé en parallèle de la discussion de la directive. Et l'idée était que si la directive n'était pas adoptée, la France aurait sa loi. Bon. Moi, je pense qu'on n'est pas dans une histoire de fusée à 3 étages où le 2e étage se sépare de la première et prend le relais, et puis après, il y a le 3e. Je pense qu'il faut envisager presque en parallèle
les 3 étapes. Je ne connais pas encore la 3e, mais en tout cas, les 2 premières, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir abouti pour ce qui concerne la première étape pour commencer à avancer sur la 2e. Bien entendu, tout se tient. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de perspective, ça freine. Et donc, il faut tenir les 2 bouts de la ficelle. Et j'attends avec intérêt les perspectives de la 3e étape, mais on verra ça tout à l'heure. Hervé Rony, avant la 3e étape, vous avez le sens du suspense et de la révélation. Excusez-moi. Non, je voulais plusieurs choses. D'abord, je voulais rebondir positivement sur ce que vient de dire Jean-Marie Cavalla, qui, l'air de rien, est très important. Parce que quand le patron de DVP dit qu'une rémunération qui pourrait atteindre 30% des revenus, c'est très important ce que vient de dire Jean-Marie. Non, mais j'insiste. En Allemagne. Mais du coup, oui, mais vous avez dit, Jean-Marie, je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais que du coup, ça ne vous paraît pas non plus quelque chose de scandaleux, de choquant, etc. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on retrouve une logique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la logique copie privée, reprographie, etc. Licence légale radio. C'est très intéressant. Donc je pense qu'on peut avancer sur ce terrain. Et je pense que ce débat, s'il peut faire avancer les choses, sera utile. Je prends aussi acte, et je crois que c'est vrai, enfin c'est même évident, puisque Jean-Marie le dit, qu'il y a du côté même de la pige, une évolution. J'ai discuté beaucoup avec un garçon qui n'est pas là, mais qui a fait énormément pour le DVP, pour essayer de trouver justement des accords aussi avec le CFC, c'est François Claverie. Je le cite exprès du point, parce qu'il a eu un travail très, très positif. On a beaucoup débattu, ça n'a pas toujours été facile au sein du CFC, lui et moi, mais on se rejoint. Et aujourd'hui, quelqu'un comme François Claverie, je ne veux pas le faire parler, mais a avancé beaucoup sur la question de gestion collective, alors qu'il n'y était sinon favorable. En tout cas, il ne voyait pas très bien de quoi je parlais. J'ai mis un peu les pieds dans le plat au CFC, si je puis me permettre, au comité du CFC dont je suis membre, et j'ai mis les pieds dans le plat plus d'une fois. Et c'était assez vasouillard au début, et je suis content de voir qu'aujourd'hui, il y a une logique. Et ce qui a été dit aussi sur la manière dont Google agit, il faut le rappeler, Google se débrouille pour essayer de payer le moins possible de droits voisins. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne une aumône, il donne de l'argent comme on donne à la sortie de la messe pour les pauvres, on donne des sous pour que ces gens-là aillent mieux. Parce que c'est Google qui peut donner des sous pour que les éditeurs s'en sortent un peu de la transition. Et ils l'ont fait pour l'indexation des images fixes. La DAGP, qui est une société d'art pour les plasticiens, pour les photographes, mais nous aussi avec la SCAM et une autre société de photographes, la SAIF. Il y a eu un accord avec Google. C'est formidable. J'ai été associé, mais indirectement, à cet accord, et la SCAM en reçoit une partie. Il y a une partie qui est des droits. Une partie, c'est du soutien à la transition technologique. Alors c'est malin parce que ça donne une espèce de rapport de force de Google qui dit « je suis le mécène ». C'est extrêmement malsain. Et les groupes de presse rentrent là-dedans. Rappelez-vous la signature invraisemblable de l'accord qui a eu lieu sous les auspices du président Hollande dans ce domaine, où ça a été, je veux dire, quelque chose de ridicule. 60 millions d'euros. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est que j'entends ce que dit Olivier, mais quand même, on court après le temps, parce que le temps législatif de mettre en place la gestion collective, entre-temps, il y a des accords d'entreprise. Une entreprise qui est chère à mon cœur, il y a un représentant dans la salle, l'AFP, a signé un accord. Il est signé cet accord. Alors, il est signé pour une durée assez brève. Je termine, s'il te plaît, Amaury. Il est signé pour une durée assez brève. Mais la question de ces durées assez brèves, ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas s'il y a des accords de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans. Mais en attendant, il y a ces accords. Comment est-ce qu'on va faire rentrer ces accords dans le cadre à venir de la gestion collective? C'est compliqué. Donc moi, je ne crois pas qu'on puisse parler à la fois de gestion collective volontaire et d'accord d'entreprise. Ça, je ne crois pas. Je crois qu'à un moment donné, les deux en parallèle. Je pense que c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est très compliqué. Juste pour info, l'AFP, parce que c'est effectivement le seul média, parce que j'ai eu Fabrice Fries ce matin pour vérifier des chiffres. Il m'a dit que c'était le seul média qui avait signé un accord pour les journalistes. Et le montant est de 275 € par an par journaliste. Pour 1600 journalistes, ça fait 440 000 €. C'est le chiffre que vous m'aviez donné. En revanche, il ne confirme pas que c'est 4 à 5% Je n'ai pas dit ça d'ailleurs. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit que le bruit qui court, c'est que. Mais oui, je n'en sais rien. Oui, il faut voir l'accord. Voilà. Non, mais l'accord est secret, donc on ne peut pas en savoir plus. Mais enfin, en tout cas, ça aussi, c'est quelque chose d'un peu imbuvable. Là, quand même. Ouais. Enfin, bon, passons. Là, vous dites que ça ne devrait pas relever du secret des affaires. Moi, je ne tiendrai pas secret la masse d'argent qui rentrera dans le DVP. Je la rendrai publique. À tel point d'ailleurs que
J'ai pris la précaution de soumettre à mes camarades, puisque Marie est trésorière du DVP, François Clavry, dont on parlait tout à l'heure, vous Hervé, il est un de nos 2 vice-présidents, et c'est exact qu'il a fait un chemin, parce qu'il s'aperçoit que c'est bien plus simple. Moi, je veux dire 2 choses, le plus rapidement possible. La première, je n'irai pas plus loin, publiquement en tout cas, mais je veux donner à comprendre quelque chose. La transposition de la loi en France, c'est bien qu'elle ait été faite rapidement, mais la technologie, l'évolution du business d'autre part, et même encore, on pourrait ajouter la prise de conscience de tout le monde qu'il y a là une vraie injustice grave qui d'ailleurs, par parenthèse, ne doit pas se multiplier à l'intérieur des entreprises, vous avez raison, c'est clair, me pousse à vous dire que je n'en resterai pas là en ce qui concerne le cadre juridique français. C'est maintenant même acté à un très bon niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire... Pour être plus clair, c'est-à-dire qu'est-ce que... Non, je n'irai pas plus loin. Moi, j'irai plus loin. Non, je ne peux pas. Je suis quelqu'un de loyal quand je discute avec quelqu'un, donc si je... Enfin, voulez-vous que je répète la phrase, Amaury, hein? En gros, le cadre juridique français doit être encore complété. Voilà. Il faut aménager la loi. Et les choses ne sont pas à l'état dormant pour l'instant. Elles ne sont plus à l'état dormant. La deuxième chose, c'est que je supplie les organisations de journalistes et, par voie de conséquence, mon ami Hervé, que je connais depuis très longtemps, venant moi de la radio et des accords collectifs qu'on connaît, ou de la télé qu'on connaît très bien, ça marche. Hein, ne laissez pas étaler vos revendications et divisions publiquement, traitez-les dans des enceintes, y compris avec les patrons de presse, parce que vous êtes les meilleurs alliés maintenant, involontairement. Vous voyez, ils disent, vous voyez, dans l'état dans lequel ils sont, laissons-les se battre entre eux, ça affaiblira ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la situation de la presse française, c'est la 3e étape sur laquelle vous semblez curieux. Jean-Marie. C'est qu'il faut que la gestion collective devienne obligatoire. Il faut plus qu'il y ait des trous dans les mailles du filet. Il faut d'autre part, c'est loin, hein, je dis il faut, et pour l'instant... Ça ferait partie de l'aménagement législatif que vous suggériez. Oui. Ça n'en sera certainement pas exclu. Hein. Sinon, je serais vraiment un âne. J'en parle et je ne fais pas, tais-toi alors. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça doit faire partie, je dirais, d'un processus qui est plus vaste que l'affaire de la presse et de la répartition totalement légitime, à un bon niveau, aux journalistes qui sont quand même les vrais auteurs. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Moi, je pense qu'on peut entamer assez rapidement des conversations exploratoires, si vous me permettez le terme juridico-diplomatique, pour qu'on sache un peu qui met ses pieds où et dans quoi, de façon à ce que vous ne soyez pas en dehors. La contrepartie, c'est évidemment qu'on garde une certaine... alors, vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos mandants, hein, j'en conviens, ça, je ne m'en mêle pas, hein, mais que ça ne fasse pas... les gros choux, si je puis dire, de la vie publique, parce que ça affaiblit la négociation. Je le sais de source claire. Et d'ailleurs, c'est une bataille qu'on mène avec les dents, hein, cette affaire, vous et nous. Et donc, mettons-nous ensemble, pas d'un côté, il sera temps de se battre après. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas un euro dans le DVP. Pas un. Hein. Donc, par exemple, il y a dans l'évolution, il est certain qu'il faut falloir prévoir, chère Marie, Madame la Trésorière, un budget juridique très important, parce que je ne me fais aucune illusion. Ce sont des gens qui ont vécu pendant 20 ans hors la loi, et ce n'est pas demain matin qu'ils vont s'y arrêter. Je ne suis pas, encore une fois, contre le numérique, ni même contre ces entreprises. Je suis contre le capitalisme monopolistique américain qui déferle en Europe et qui nous fait les poches. C'est tout à fait différent. Alors, j'ai entendu quelques recherches de réalité tout à l'heure sur l'amende. Sur la question de l'arrêt du lundi 12 juillet, je le cite toujours parce que ça m'a mis en joie quand même, une sanction pareille 2 jours avant le 14 juillet. J'ai vraiment failli aller déposer une gerbe aux journalistes inconnus sous l'étoile, quoi. C'était quand même pas mal visé. Madame De Silva, qui était l'ancienne présidente, a été d'ailleurs très courageuse. Très courageuse. Peut-être même trop. Oui, parce qu'elle n'est plus là. Oui, mais ce n'est pas pour ça, essentiellement. Non, c'est pas pour ça. C'est peut-être pour autre chose, oui. C'est pour autre chose, comme vous dites. Alors, en effet, où en sommes-nous ?
là aussi, ce que j'en sais, c'est pas énormément de choses, mais je peux vous le dire. L'autorité de la concurrence semble pencher, je dis bien semble, parce que je n'en sais rien sur le fond, la délibération collective n'est pas finie, c'est un collège. Elle semble pencher pour avoir un instrument à partir des propositions d'engagement que Google avait fait parvenir à l'autorité de la concurrence, qui étaient, pour le premier, ridicules, puisqu'ils étaient allés, enfin dans le cadre de Mme Sangène, jusqu'à dire en cas de désaccord, il y aura un tribunal arbitral, et d'ailleurs nous sommes tellement gentils que c'est nous qui payerons les avocats. Je dis, bah, tiens, autant payer le verdict tout de suite, on se fout du monde, quoi. C'est vraiment le règne de l'arrogance méprisante terrible. Et malheureusement, ça a commencé avec François Hollande et son fonds, lamentable fonds de 22 millions par an, c'est-à-dire 66 millions sur 3 ans, alors que l'État aurait dû prendre ça lui-même en main. Bon. La troisième étape dont je parle, elle comportera aussi, elle doit comporter 2 types de choses. Suffisamment d'argent à l'intérieur du DVP pour assumer les devoirs juridiques qu'éventuellement nos partenaires et pour l'instant adversaires nous obligeraient à avoir, ST, devant les tribunaux. Et vous savez, moi j'ai vécu un peu aux États-Unis et j'ai un souvenir très très précis. Dans le business américain, il n'y a que 2 choses qui dressent les institutions contre ceux qui frelatent les lois. La première, c'est la concurrence. Pour l'instant, le débat américain est sérieux et réel, mais je n'en vois pas encore les effets. Je dirais que l'administration Biden, sur ce sujet, me semble un peu molle. Je vous ferai grâce de ce que je pense de M. Obama, qui quand même n'a pas été gêné il y a quelques semaines pour dire qu'il fallait vraiment maintenant faire payer les GAFA à la presse, mais qui n'était pas gêné de recevoir l'argent californien pour ces 2 campagnes électorales. Donc pour moi, c'est gentil, mais c'est nul et non avenu. D'ailleurs, de mon point de vue personnel, ça n'a pas été un très bon président, notamment vis-à-vis de l'Europe, qui l'a méprisé. Mais enfin ça, on n'est pas obligé de le partager, mais ça me soulage de le dire. Ça me soulage de le dire. Bon. En revanche, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le pénal pour les dirigeants. Là, je n'irai pas plus loin, mais ce n'est pas par hasard que je vous le dis. Le pénal, c'est-à-dire que... Je n'irai pas plus loin. Oui, mais ça sous-entend que certains ont pris dans la caisse. Il y a beaucoup de façons d'y arriver. Je veux dire par là que les lois sont les lois. Or, Google proposant des engagements à l'autorité de la concurrence, tout le monde a protesté, notamment le DVP qui a beaucoup travaillé, notamment François Claverie, dont vous parliez, qui est un de nos 2 vice-présidents, je vous l'ai dit, et qui est un type remarquable, courageux d'ailleurs en plus. Ça ne court pas les rues, après tout, ça mérite d'être souligné. Et les engagements ont été énormément durci. D'après ce que je crois comprendre, si ces engagements étaient acceptés finalement par l'autorité de la concurrence, qui substituerait son attitude, disons, préférerait le contrôle de l'exécution des engagements à des sanctions qui finalement n'ont pas toujours été efficaces, la preuve, puisqu'on n'a jamais eu les documents de l'arrêt du 12 juin du 12 juillet 2021, eh bien, ça veut dire quand même que nous aurions entre les mains la première étape sérieuse qui n'est plus de l'ordre des sanctions parce qu'elles nous échappent. Et comme disait Marie, les 500 millions, ils vont au Trésor. D'ailleurs, je compte en reparler. Parce que tout apporteur d'affaires a droit à une commission, après tout. Pas pour moi. Vous avez déjà une idée de la commission, peut-être, à ce moment-là. Maintenant que vous m'en parlez. 30%. Voilà. Et toujours est-il que vous voyez bien que la troisième étape doit généraliser une méthode de négociation qui est sous le couvert de la loi et de l'autorité de l'État qui représente la loi. Alors, il y a la concurrence pour l'instant, demain il y aura les tribunaux, enfin, tout est ouvert dans les litiges. Et la deuxième chose, ça doit pacifier petit à petit, si on a en face de nous des gens qui acceptent de rentrer dans le partenariat codifié par la loi d'une part et les différents arrêts de concurrence ou de tribunaux, eh bien, dans un cycle réel qui permettra de mettre un terme à quelque chose de très important. Regardez la situation tragique de la presse française. J'en faisais tout à l'heure juste un titre, un headline, si je puis dire. Mais voilà une presse qui n'est pas flamboyante. Aucun titre de presse français aujourd'hui ne détient dans l'Union européenne un autre titre hors de ses frontières, alors qu'il y a 4 ou 5 pays européens qui ont des titres en France. Ça dit déjà quelque chose sur l'économie de cette presse. Elle touche la presse, elle a besoin d'environ, on va dire,
12 à 15% du chiffre d'affaires qui vient des aides de l'État, partielles comme l'a dit Marie, sur le papier en tout cas, sur les investissements, sur la distribution dont on connaît l'immense succès, toutes ces choses-là. Mais dans le même temps, il y a 300 millions qui sont dehors ou 250 millions qui sont dehors. Oui, et ce n'est pas normal ça. Il faut d'abord rétablir ça avant de passer à l'étape suivante. Voilà ce que je voulais vous dire, et là je crois avoir fait le tour de la question. Pablo, très vite, et après on donne la parole à la salle parce qu'on arrive au terme de la partie... Juste 2 mots sur l'AFP, sur la transparence. Sur l'AFP, le SNJ-CGT a signé l'accord, on a publié un communiqué pour l'expliquer. C'est un accord qui pour nous est très différent de tout le reste de ce qui va se passer en France. C'est très particulier parce que l'AFP est une entreprise mondiale et que le droit voisin est un droit européen. Et donc, dans la négociation... je crois l'accord de l'AFP, c'est pour l'Europe. Non, ça inclut tous les journalistes au monde de l'AFP. Et c'est seulement pour cette raison que la CGT, et je pense les autres aussi, ont accepté de signer. Parce que si il y avait un blocage et que ça partait à la commission un droit voisin qui a été mis en place pour... ça revenait sur l'Europe et ça excluait de fait tous les journalistes qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Donc finalement on se dit, on préfère accepter même une somme qui peut paraître dérisoire en Europe, mais qui est en fait partagée. Donc les journalistes en Colombie, en Indonésie vont toucher 275 €, et 275 €, je peux vous dire que dans d'autres pays, ce n'est pas rien. Donc ça inclut tous les journalistes qu'à l'AFP on appelle de droit local. Et en Turquie, ils sont des contrats turcs, etc., etc. Donc ça. Et sur la transparence, la responsable juridique de Corinthe, le 14 février à l'Assemblée nationale, avait dit très clairement que les accords commerciaux protégés par le secret des affaires ne pouvaient pas être perméable avec la partie droit voisin et minorer le droit des auteurs, que c'était une manière de violer le droit des auteurs et que ça, ce n'était pas donc on acceptable. Donc on ne peut pas faire protéger par le secret des affaires la partie exactement. droit voisin. On tient totalement le même discours. Après, les accords commerciaux avec Google par les entreprises, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Il y en a qui ont signé, qui ont accepté de se faire... manger, enfin même Prisma ou La Voix du Nord ont déjà depuis longtemps des accords avec les GAFAM. Mais ces accords commerciaux ne doivent pas pénaliser les droits des auteurs. Ils ne doivent pas être confondus avec les droits d'auteur. Et c'est aujourd'hui, vous avez raison de le dire, c'est aujourd'hui le prétexte dans une enveloppe 100. Il y a combien pour les accords commerciaux spécifiques et combien pour le droit voisin? Le droit voisin, il est trop bas. Je ne sais pas combien c'est parce que je n'ai pas le chiffre dans le tas. Mais c'est vrai que les accords individuels, je pense Le Monde, Le Figaro, Libération, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Donc il peut y avoir tout un package. Oui. Mais pourquoi les GAFA gonflent les accords commerciaux? Parce qu'ils ont très peur de la capillarité de ce qui se passe en France, qui va aller en Allemagne, en Italie, en Espagne. D'ailleurs, je suis en train de m'occuper un peu de ce réseau-là. Et c'est vrai qu'il va finir par les obliger à payer dans les 27 pays. Tandis que les accords commerciaux, c'est un par un, ça ne regarde qu'une entreprise dans un pays et on n'est pas obligé, vous voyez, d'appliquer une loi là-dessus, puisque c'est purement de l'ordre commercial. Il y a juste rapidement un dernier sujet que je voudrais aborder, parce que toujours pour garder une vision vraiment 180 de ce sujet et pas être, entre guillemets, même si compte tenu de notre état économique sectoriel, c'est essentiel, que sur la question de la manne financière et du partage de la valeur, il y a cette notion de clé de répartition qui va être cruciale. Et là-dessus, c'est aussi nous un discours qu'on veut porter haut et fort à l'échelle du SPIL et évidemment au sein de DVP. C'est quelles sont les modalités de répartition. Si aujourd'hui on fait une gestion collective, ça veut dire qu'on peut ensemble décider de comment on répartit entre les différents acteurs. Si on n'est pas dans la gestion collective, c'est encore Google qui fait la loi. Et sur les clés de répartition qui peuvent être soit l'audience, soit le critère aussi IPG, et en dernier lieu, les investissements éditoriaux des rédactions, vous vous doutez bien que ce qui arrange Google, c'est de dire, attendez, nous, on est sur l'audience, sur le clic, et vous serez plus payés si vous faites plus d'audience. Ce qui fait que des médias qui font du clic pour des titres racoleurs seront mieux rémunérés que des médias qui essayent de faire du qualitatif. Donc il faut absolument aussi que tous, collectivement, on se batte pour garder la main sur ces clés de répartition et défendre que l'offre éditoriale, les coûts éditoriaux, les cartes de presse
soit un critère essentiel dans la répartition de cette manne pour éviter que les droits voisins fassent le jeu d'une précarité de qualité de l'information, en fait. C'est le dernier point que je voulais aborder. On a réussi à faire en reprographie après bien des difficultés. Il y a des familles de presse, c'est-à-dire que effectivement, il y a des familles de presse, c'est très sophistiqué, mais c'est pas parce que c'est sophistiqué que c'est impossible. Voilà. Et à un moment donné, la gestion collective, elle est assez sophistiquée à mettre en place, mais une fois qu'elle fonctionne, elle fonctionne bien parce que les règles sont claires, transparentes et au fond assez efficaces. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir, Hervé, qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors de l'audience, de l'investissement journalistique des rédactions et de l'IPG? Qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors de ça? Il peut y avoir aussi les usages. Qui va lire quoi? Ça, c'est important, sans parler du clic, mais les usages. La copie privée, par exemple, c'est des usages. On sait qu'on copie... Honnêtement, par exemple, la SCAM a moins de répertoire copié que la musique. On copie moins, des documentaires, on copie moins Envoyé spécial qu'on ne copie la dernière série de Netflix. Bon, donc ça, c'est quand même acceptable. Il y a des règles qui sont acceptables. On doit pouvoir avoir un certain nombre, effectivement, de clés de répartition admissibles. Ce qui n'est pas admissible, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ça, c'est la mutualisation. Mais les éditeurs doivent l'accepter entre eux. C'est compliqué. C'est qu'à un moment donné, la gestion collective, elle suppose une certaine mutualisation. C'est-à-dire que les plus riches disent « Ok, je vais gagner plus d'argent que le plus petit, mais le plus petit va quand même gagner un minimum décent. » Bien sûr que la lettre du musicien, ça n'a pas l'audience du Figaro. Personne ne va dire ça, c'est ridicule. Enfin voilà, il y a un moment donné, non, chacun est dans son... Voilà, même si la lettre du musicien a du succès dans son secteur, évidemment, la lettre du musicien ne fera jamais le tirage du Figaro. Donc il faut en tenir compte. Mais ce que je suis désolé, enfin, il me semble, j'aimerais bien, mais enfin, bon, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc il y a des équilibres à trouver, une forme de mutualisation, mais qui en même temps, c'est ça qui est intéressant, cette mutualisation qui peut paraître agaçante parce que les grands de ce secteur vont dire non mais moi le Figaro, qu'est-ce que j'ai à partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, je suis le Figaro, ça fait bientôt 200 ans que j'existe, de quoi on me parle, j'ai de compte à rendre à personne. Oui, sauf que Monsieur le Figaro, en amont de tout ça, il y aura eu des négociations qui auront fait que vous aurez en face de vous un interlocuteur unique qui va vous défendre aussi le Figaro. Et je veux terminer là-dessus. Moi, Hervé, est-ce qu'on peut convaincre le Figaro qui s'en sortira mieux à plusieurs que tout seul? Je pense qu'Hervé Rony tout seul n'y arrivera pas. J'ai peu de chance, j'ai peu d'espoir. Mais tous ensemble et avec des gens aussi... Non mais c'est vrai, aussi réputés, compétents que Jean-Marie ou d'autres, et je vois les mouvements qui se créent, je pense que oui. C'est surtout la ténacité. Hein, et la ténacité, ça c'est vrai. Non, mais au moins la ténacité, Jean-Marie. Cher Hervé, je veux dire, puisqu'on en parle publiquement, le Figaro n'a pas été le premier. Non. Le premier a été Le Monde. Le Monde. Qui a dit quand on s'appelle Le Monde, au fond, on a une notoriété telle. Et à la suite de ça, il a annoncé 1 million d'euros, je me souviens. Comment? Il a annoncé 1 million d'euros. Non, c'est vrai. Oui. C'est bien. D'accord. L'annonce, je veux dire. Oui. Le contenu, je ne sais pas. Non, bon, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a eu, au sein de la PIG, et d'ailleurs je le dis en plaignant plutôt les membres actifs, et notamment notre ami Pierre Louette, qui quand même s'était beaucoup dépensé là-dedans, à peine était-ce formé que Le Monde s'est dit, mettez-moi la gestion collective. D'ailleurs, j'en parle parce que le patron du Monde l'a dit lui-même. En gros, c'était quand on s'appelle Le Monde, on a de l'influence, et par conséquent, on n'a pas besoin de gestion collective. Il y a eu un autre régional qui a dit ça. Ça durera ce que dure l'orgueil, qui n'est pas un matériau indestructible. Ça n'est pas un matériau indestructible, comme dirait M. Poutine. Donc, attendons. Le Figaro, voyant ça, s'est dit, moi, je ne vais pas laisser partir tout l'argent. Donc, je suis obligé d'y aller. Ce que voyant, le groupe Les Échos dit, et moi, alors, voilà. Et c'est comme ça que la première vague dans l'association de la presse d'information générale, la PIC, c'est détricoté. Bon, c'est leurs affaires. J'étais pas là, ils étaient là 2 ans avant nous. Bon, je vais vous dire que j'étais content de voir ça, non, parce que on sait très bien que tout ça ne peut que nuire. Mais en même temps, il faut voir aussi, c'est pour ça que je m'abstiens de le critiquer, il faut voir aussi que beaucoup de ces entreprises, pas celles-là, mais juste en dessous, ont tellement le nez juste au-dessus de l'eau que 200 000 € qui arrivent dans un compte d'exploitation d'un journal qui n'arrive pas à boucler ses comptes, mettez-vous à leur place, hein, ça existe. C'est pour ça qu'il est urgent de faire l'union. Parce que là, on est autour d'une table. Par exemple, moi, j'ai interdit que les négociations se fassent en Californie. Elles auront lieu à Paris. La signature sera française. On l'a dit à notre prestataire.
Non, bah, tant pis quoi encore. Je me suis dit depuis le début. Oui, et puis d'ailleurs, dans une deuxième étape, on ne va pas aller tirer les sonnettes des gens. Ils vont nous dire, on en aura peut-être du courrier pour dire en application de la loi. Je vous rappelle que nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de chez vous. Parce que, vous voyez, c'est quand même extravagant. Hein, vous voyez, c'est quand même extravagant. La soumission est tellement importante depuis une vingtaine d'années qu'on trouve normal d'attendre que les plateformes fassent leurs propositions de ce qu'ils nous doivent, comme si elles allaient être équitables. Ah ben, tu parles? Non, naturellement non. Alors moi j'ai une question sur vas-y Olivier. Un projet d'accord soumis aux délégués syndicaux d'une entreprise que je ne vais pas donner, qui était intégralement rédigée en anglais, et la dernière ligne c'était pour dire que seule la version française fait foi, mais elle n'était pas communiquée. Ah oui, mais il y a plein de choses de ce genre. Oui, c'est vrai ça. Moi j'ai une question à poser justement, Jean-Marie Cavada. Nous entendons qu'il y a donc une proposition de réunion en Californie. Donc quelles sont... Non, c'est pas. C'est un refus. Mais est-ce qu'il y a... Alors, bon voilà, maintenant il n'y en a plus, d'accord. Moi j'ai été très intriguée par les 275 €, une obole, concernant l'AFP. Je viens de regarder donc sur Internet le chiffre d'affaires consolidé de Google 2021, 257,6 milliards de dollars. C'est juste une information parce que voilà, il faut l'avoir en tête. Je regarde les bénéfices, bien entendu, et les bénéfices sont aussi regardés en dollars d'abord, 76 milliards, ce qui fait 67 milliards d'euros, donc largement davantage que Facebook, hein, qui n'a pas la même progression que Google. Voilà, donc nous sommes là sur des négociations qui doivent être à la hauteur de ces moyens-là. C'est ça que je veux dire. Donc les oboles de quelques dizaines de millions d'euros sont... Madame, ce sera du pas à pas. Voilà, je sais. Et je voudrais... Moi, ma question, alors je suis là en tant que membre de la commission des journalistes de la SCAM. Voilà, donc je suis journaliste. C'est comme ça. Et voilà. Et je comme les alors, trotskistes. bravo, c'est une belle comparaison. Et donc moi, ce que je voudrais, parce qu'il y a une très forte technicité chez les trotskistes, c'est vrai. Moi, je voudrais justement poser la question de l'urgence, c'est-à-dire quelles sont en fait les prochaines étapes et quand faut-il se réunir au plus vite pour pouvoir justement obtenir ce que nous voulons? Les négociations du DVP en tant que tel, hein, mettons-nous bien d'accord, le schéma il est le suivant. Le SEPM et ses alliés, Fédération nationale de la presse spécialisée, SPIL notamment, puisqu'on en est à peu près là, vont atterrir très vite maintenant et transporteront leur mandat, et une partie de l'argent d'ailleurs, une petite partie de l'argent, au DVP pour que le DVP puisse agir. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le DVP vient de commencer ses premières discussions avec Facebook, Microsoft, et on va probablement la semaine prochaine en teaser quelques autres pour dire au fait où en êtes-vous par rapport à la loi, quelles sont vos intentions. Donc ça commence. Hein. Et pas Google? Non. D'accord. Non, mais c'est une bonne question, si vous me permettez, Amaury, parce que je ne veux pas, moi, contrarier par une contre-négociation l'atterrissage de la négociation du SEPM, d'autant plus que nous en serons les bénéficiaires. Hein. Donc voilà. Mais Google, c'est imminent aussi. Hein. Je pense que vous aurez probablement encore d'autres assises avant qu'on arrive à un seuil satisfaisant, parce que je connais ces oiseaux-là. Bref, passons. Je pense juste pour aussi répondre à la question sur les montants, c'est aussi toute notre problématique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir calculer l'assiette légitime. Alors, je suis bien d'accord, nous en fait, on regarde le chiffre d'affaires de Google. On se dit, c'est à partir de toutes ces rémunérations-là auxquelles on contribue qu'on a le droit à un pourcentage. Mais encore faut-il, parce qu'eux nous opposent le fait qu'il y a des recettes directes et indirectes, encore faut-il être techniquement capable de calculer ces recettes, parce qu'en fait, Google fait de l'argent avec nos contenus à divers endroits, en vendant des espaces publicitaires sur des thématiques qui correspondent à nos articles de presse qui sont présentés, en générant de la fréquentation en utilisant des images et les quelques premières lignes de nos articles, sans forcément du coup que la totalité de l'article soit consultée dans la foulée, et en créant un environnement captif qui fait que les internautes y restent, et ils exploitent la data, etc. Et donc ça rentre dans des catégories de rémunération soit directe, soit indirecte. Et en fait, nous n'avons pas les clés, malheureusement, du bilan
détaillé et du compte de résultats détaillé de Google. Donc en fait, c'est ce que disait en fait notre président de DVP, c'est qu'il faut absolument avoir plusieurs étapes. On va devoir avoir probablement des négociations au forfait et en parallèle travailler avec des experts, des économistes pour étayer nos arguments à faire pouvoir valoir des montants significatifs et s'asseoir sur des usages et de la valeur concrète, mais ça sera extrêmement technique. Et du coup, il faut que DVP, à la fois, réponde à l'urgence de la problématique de rémunération, où on a déjà 2 ans et demi de retard. Et là, vous et nous, entreprises de presse et journalistes, ils ont un crédit auprès de nous, en fait. Ils gardent ces droits depuis tout ce temps, alors qu'on ne peut pas franchement dire qu'en termes de trésorerie, ce soit eux qui en aient le plus besoin. Donc, en fait, il faut qu'on réclame au plus vite cet argent. Et dans la foulée, qu'on puisse étayer techniquement pour monter progressivement l'assiette et le pourcentage. Pardon Marie, mais pour étayer techniquement, parce que comme vous le dites, c'est très difficile de savoir, puisque c'est le secret de l'algorithme de Google. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le manque à gagner de la presse ? Il est dedans. C'est un ensemble. L'antériorité dans les accords. Parce qu'on sait ce qu'a perdu la presse par rapport aux plateformes, en termes de recettes publicitaires. Bien sûr. Juste un point de précision, ce que me suggère ce que dit Marie, et votre question. Le DVP créera en son sein, à la disposition de l'ensemble des titres de presse et des syndicats, s'ils le souhaitent, un département économico-scientifique ou scientifico-économique, car je veux que l'appréciation de ce qu'ils nous doivent se fasse chez nous, mais sur des bases réelles. Pour l'instant, c'est le doigt mouillé. C'est une faiblesse aussi. Il faut voir que c'est... Et donc, nous allons vers ça. On est en train de rechercher les gens déjà, de façon à ce qu'on puisse avoir un véritable outil de défense de la presse dans son ensemble. Après, il y a beaucoup de problèmes qui sont à régler, mais les problèmes n'ont que des solutions. Nous avons quand même des moyens de récupérer des informations, puisque les annonceurs sont français, pour beaucoup. Pas que. Nous avons quand même une base. Quand Renault fait de la publicité... Non, mais ça c'est... Mais nous, on a une expérience, on a l'expérience de YouTube. YouTube, c'est Google, donc on arrive quand même à avoir des informations. On n'est pas complet, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut être sévère sur la non-transparence de la déclaration de chiffre d'affaires de Google globalement. Mais sur YouTube, a priori, on y arrive. On y arrive. Donc, ce que je crois, ce que je voulais dire, c'est que je pense que progressivement... Oui, on arrive à quelque chose, je suis d'accord. Mais ce que je crois, on a une grande expérience de gestion collective avec des acteurs internationaux. Enfin, on commence. La SACEM encore plus que nous, évidemment, c'est pas pour rien que vous vous êtes appuyé sur eux. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez pessimiste à court terme. Je partage beaucoup de ce qu'a dit Jean-Marie sur l'inquiétude que peut susciter le comportement, les us et coutumes et la manière de faire de Google et des GAFAM en général. Mais ce que je constate sur une longue durée, une longue période, c'est qu'il y a quand même, et heureusement, c'est rassurant, surtout à un moment donné, on dit que le politique ne sert plus à rien, il y a une pression politique européenne qu'on a réussi au sein de l'Europe, d'ailleurs, à juguler, parce que justement, cette capacité des États du Nord à être beaucoup plus frileux, à avoir effectivement toute une partie du Parlement européen très, très enclin à considérer que la propriété artistique est un empêcheur de tourner en rond pour les jeunes qui ont envie d'aller se balader comme ils veulent sur Internet, etc. Toute cette espèce d'idéologie un peu libertaire, assez agaçante d'ailleurs, parce que justement présentée sous des auspices démocratiques. Tout ça, au bout du bout, il y a une pression politique qui se crée. L'Europe bouge. Elisa Vestager, qui est une commissaire européenne très active sur le plan de la fiscalité, a beaucoup bougé. L'Europe bouge. Et donc, à un moment donné, il y a une pression politique extrêmement forte qui se met en place et qui fait que, comme on est quand même l'Europe, et que l'Europe va pas si mal que ça, et qu'économiquement, aucun groupe international ne peut imaginer travailler sans l'Europe, ils sont, à un moment donné, obligés d'y passer. Alors, ils y passent qu'un cas, ils essayent de nous entourlouper au passage. J'ai envie de dire c'est de bonne guerre aussi, mais au bout du bout, il y a, si on regarde sur un long terme, on y arrive. Et ça fait toujours rire les gens. Au carrefour des années 2000, ceux qui ne voulaient pas entendre parler de payer des droits, c'était les opérateurs de télécom. Et à commencer par un certain Thierry Breton, qui se demandait pourquoi on venait lui casser les pieds pour payer des droits d'auteur. Et je ne plaisante pas du tout. Nous avions en face de nous un ministère de l'économie et des finances qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait convoqué tous les opérateurs de télécom. On avait en face de nous des gens qui ne voulaient pas entendre parler de nous. Donc, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas rémunérer les droits. Et aujourd'hui, c'est réglé, ça. C'est complètement réglé. Et c'est pour ça qu'à moyen terme, je suis assez optimiste. Mais encore faut-il s'organiser
collectivement. Non seulement, c'est un cycle de l'histoire qui est très intéressant, ce que dit Hervé, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son affaire, car aujourd'hui, vous avez vu depuis maintenant une semaine, c'est les opérateurs de télécom qui demandent aux GAFA de payer l'usage de leur fréquence. C'est quand même génial de voir ça. Ouais. Il y a une question de Didier Siamour, là, au fond. Ah oui. On entend... Ah oui. Oui, bonjour. Pardon. Il y a un peu plus d'un an maintenant, en février 2021, il y a une loi sur les droits voisins qui a été adoptée en Australie. Je voulais savoir, en février 2021, il y a un peu plus d'un an maintenant. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est une loi exemplaire? Est-ce que c'est une source d'inspiration, sachant qu'il n'y a pas eu non plus des centaines de millions qui ont été redistribués, et il y a 2 opérateurs qui ont signé, Google et Facebook, en tout cas qui ont été obligés de se plier. Et j'ai l'impression, en vous entendant, que vous faites une différence quand même entre Google et Facebook. Est-ce que pour vous, c'est la même chose ou pas? Voilà, donc 2 questions. Est-ce que la loi australienne vous inspire? Et 2, est-ce qu'il y a une différence entre les GAFAM? Non, alors la loi australienne vient de contacts que nous avons eus entre parlements. On en a eu 2. D'abord les Américains, républicains et démocrates, qui sont venus tout de suite après le RGPD et dans la phase de préparation de la loi droit d'auteur, droit voisin, puisque RGPD a atterri en 2018, le règlement général de la protection des données, a atterri en 2018, et là nous étions déjà dans les premiers votes finaux de la loi droit d'auteur, droit voisin. Et ensuite il y a eu la négociation des décrets d'application qu'on appelle le trilogue et qui a duré plus de 6 mois, et d'où 2019. Et l'Australien, c'est un contexte un petit peu différent. Ils ont énormément souffert. Vous vous souvenez que fin 2020, Google et Facebook ont menacé de couper leur signal et leur service sur l'Australie. Facebook l'a fait pendant 24 heures. Ça a failli être une tragédie d'ailleurs, puisque ce qu'ils n'avaient pas en tête, c'est que les services de secours et d'alarme anti-incendie et anti-marée des vagues, vous voyez, oui, voilà, de grandes menaces maritimes sur les côtes, passaient par Facebook entre sauveteurs et coupés pendant 24 heures. Donc ça a failli se terminer très mal. Ce que voyant Facebook a rétabli, Google a menacé mais n'a pas coupé. Pendant ce temps-là, déjà, News Corp avait négocié séparément un accord avec, je ne sais plus si c'est Facebook ou Google, ou les deux, enfin bref, ce qui fait que ça affaiblit considérablement le législateur. Le lobbying sur le législateur australien a été comparable à celui que nous avons subi, je vous le dis tout de suite, donc il faut voir. D'ailleurs, dans le lobbying que nous avons suivi, mais je le répète à satiété, il y a de la part, cette fois de Google, pas signé de Sundar Pichai, le grand patron, mais de cadre juste en dessous, un vademecum, comment déstabiliser la Commission européenne qui est en train de légiférer, et notamment comment déstabiliser M. Thierry Breton. Cette lettre a été publiée d'ailleurs par Le Point précisément, on a beaucoup parlé et les choses sont claires. Et c'est vous dire qu'il est très important d'avoir de l'unité et de l'exigence aussi en phase 2. Car quand on est hors la loi et qu'en plus on se permet de magouiller et pour déstabiliser une institution qui est quand même, qu'on le veuille ou non, elle, totalement démocratique, ça dit quand même long sur jusqu'où on est prêt à aller dans le business, vous voyez. Et donc l'affaire australienne, elle est allée beaucoup plus vite, plus tard et plus vite. Elle est comparable, sauf qu'ils ont installé dans la loi la possibilité de tribunaux arbitraux. On y arrivera d'ailleurs sans doute aussi en France. J'étais d'ailleurs moi-même pas très chaud pour ça parce que je pensais que c'était une façon d'affaiblir la négociation. Donc on verra. Je ne me prononce pas davantage, mais oui. Et le Canada maintenant vient d'entrer dans, vous l'avez vu probablement, Trudeau, il y a maintenant presque un mois, vient de faire rentrer au Parlement une loi de protection qui est presque le copier-coller de la loi droit d'auteur, droit voisin européenne. Je dis ça parce que ça a été l'idée que vous soulevez, vous Hervé et nos 2 autres interlocutrices, Marie et vous madame, c'est que l'Europe est aussi une sorte de cocotte-minute qui élabore les choses. Ça fait énormément peur, ça, parce que
Pour eux, la religion numéro 1, le haut de bilan, religion numéro 2, le haut de bilan, religion numéro 3, les bénéfices, c'est la même chose. Hein. Donc, il ne s'agit que de ça. Et on voit bien que si ça se répand dans le monde, maintenant c'est le Brésil qui est à l'étude. Et d'ailleurs, on y contribue. Hein. On va devoir arrêter, mais Hervé... Non, mais juste une précision, c'est peut-être pas... Je ne connais pas bien la situation australienne que vient de décrire Jean-Marie, mais par contre sur Facebook aussi, il faut oublier que la directive européenne, dans son article 17, fixe l'obligation de négocier pour les plateformes. Donc moi, j'ai entamé à la SCAM une négociation avec Facebook. C'est-à-dire que Facebook ne peut plus contester sa capacité, l'obligation de négocier. C'est très important ce qui s'est passé avec l'article 17 de la directive. Du coup, j'ai entamé des discussions avec Facebook. Je pense que la SACD de son côté le fait. Je pense que la SACEM le fait. Et on aura un accord avec Facebook. C'est un changement considérable. Considérable. De penser que le représentant français de Facebook me l'a déjà dit plusieurs fois. Il m'a dit, mais je sais très bien, on va être obligé d'y aller. Autant vous dire que c'est pas un cheval au galop. Hein. C'est un âne, voilà. Voilà. Mais on va y arriver, mais c'est plus compliqué de faire avancer un âne qu'un cheval. Voilà. Mais on y arrivera. C'est là où je dis que je ne suis pas trop pessimiste à terme. Merci à vous tous. Merci. Pablo, vous voulez dire un dernier mot peut-être ? Oui, concernant l'évolution des mentalités en Europe, moi, Margaret Vestager, par exemple, qui a évolué sur la question de la loi sur la concurrence, les journalistes freelance. Moi, je suis coprésident de la commission freelance de la Fédération européenne des journalistes, qui se bat depuis longtemps pour que les journalistes freelance, comme en France, aient le droit, ici on a le droit, juste le droit, de participer aux négociations collectives. On aboutit avec les travailleurs des plateformes, avec les Deliveroo, etc. C'est la négociation collective. Et aujourd'hui, le patronat en France doit changer de mentalité et revenir à la négociation collective. Dans les négociations collectives, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, on doit revenir à une véritable négociation. Moi, j'attends des patrons qui soient avec les salariés journalistes, avec les salariés français en général, comme ils voudraient que les GAFAM soient avec eux. Voilà, avec la même transparence, avec les chiffres. Je veux dire, moi, je dois me battre contre notre employeur et faire appel à des avocats pour avoir les chiffres clairs Pablo et l'assiette. Et Olivier, Jean-Marie Cavada a cité le chiffre de 30% en Allemagne. Oui, vous prenez sûr. 30%? Oui. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends et surtout, je décode en tant que journaliste. Je décode ce qu'il dit. On doit aller vers un aménagement de la loi, un aménagement de la loi qui inclut la négociation collective pour les salariés. Moi, j'ai entendu. Et comme Jean-Marie Cavada l'a dit sur d'autres sujets, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Ça, c'est un négociateur. Merci beaucoup. Au revoir.